dans le quotidien de la population. Il faut certainement adapter à différents contextes socio-économiques, surtout dans notre pays, le Maroc. Et la digitalisation au service de la santé s'impose comme un levier essentiel clé pour promouvoir et suivre l'activité physique. Cette approche globale ouvre une voie à une santé plus accessible, préventive et durable, tout en positionnant l'activité physique comme un vecteur central de bien-être de la prévention. L'activité physique, rappelant les directives de l'OMS, les messages clés de l'OMS pour dire l'activité physique elle est bonne, il est nécessaire et il faut mieux être actif. Toute petite activité physique compte. Il faut mieux qu'être actif que sédentaire. Pour les directives de l'OMS, à titre de rappel, recommande au moins 150 à 300 minutes par semaine d'activité aérobie, au moins 2 fois de séances de renforcement musculaire et au moins 3 fois par semaine de séances d'équilibre. Pour ce qui est bénéfice de l'activité physique, en fonction des différentes tranches d'âge, pour les enfants et les adolescents, ça améliore la condition physique et la santé cardio-métabolique et osseuse, améliore les résultats cognitifs et la santé mentale, réduit la masse adipeuse pour les sujets, les adultes et les personnes âgées, il réduit le risque de mortalité de toutes causes confondues et améliore la santé mentale, santé cognitive, le sommeil et la masse adipeuse mesurée. Pour les femmes enceintes, un effet bénéfique en plus, il réduit le risque de complications du péripartum et en plus, il n'a aucun effet sur l'incidence négative sur le poids à la naissance et n'entraîne pas un risque accru de mortalité. Pour ce qui est solutions digitales pour la promotion de l'activité physique adaptée qui sont disponibles, on a des applications mobiles, que ce soit sur l'Apple Store ou l'Android. On a les objets connectés qui permettent de suivre l'activité physique et de faire une motivation à l'activité physique, les applications mobiles, les plateformes digitales et la télémédecine et les consultations virtuelles qui assurent un suivi à distance avec les professionnels de santé ou des coachs d'activité physique. Pour ce qui est santé digitale, donc les bénéfices de la digitalisation pour l'activité physique, c'est d'abord pour les patients, ça assure une meilleure littératie à la santé, un suivi personnalisé grâce à la collecte des données, la motivation renforcée par des feedbacks numériques, optimisation des comportements du mode de vie sain. Pour les professionnels de santé, c'est un outil d'évaluation en temps réel, la collaboration interdisciplinaire qui est facilitée avec un gain de temps dans le suivi de patients. Ce qui est impact global, c'est la réduction des coûts socio-économiques liés aux complications de la sédentarité. Pour ce qui est challenge, l'accessibilité numérique, la confidentialité et la sécurité des données, l'acceptation par la population cible. Et les perspectives, c'est la collaboration entre startups, professionnels de santé et décideurs publics. Pour ce qui est notre vision sur une plateforme de prescription personnalisée d'activité physique adaptée, sous l'encadrement de professeur Al-Kaïn, on vise à faire une plateforme de prescription adaptée destinée généralement aux professionnels de santé ou de prescripteurs d'activité physique adaptée avec une page initiale de profil du patient avec l'insertion de données personnelles, l'âge, le sexe, le poids, la taille et le calcul de l'IMC, l'historique médical du patient, les pathologies, les comorbidités et éventuellement les limitations fonctionnelles, le niveau d'activité physique actuel, les outils d'intégration d'outils d'évaluation médicale et physique, l'échelle visuelle analogique pour la douleur, l'HAD pour l'anxiété et le break pour la motivation à l'activité physique et les tests de conditions physiques, la capacité cardio-respiratoire, la force, la souplesse. Et la prescription sera automatisée et personnalisée en fonction du terrain du patient, avec proposition de programmes adaptés en fonction des données entrées, en suivant le schéma courant de la prescription d'activité physique, fréquence, intensité, durée, type des activités, les recommandations générales internationales en fonction de l'OMS et de l'AS, le suivi et évaluation du progrès, l'intégration des rapports automatisés et la base de données. Notre plateforme sera alimentée par une base de données scientifiques et éducatives avec des ressources pour les praticiens, les recommandations et les études, et les conseils pour les patients, les vidéos pédagogiques et les fiches pratiques.
Donc, le public cible sera bien évidemment les professionnels de santé, les médecins généralistes, les rhumatologues, les cardiologues. La liste est longue, toutes les spécialités sont les bienvenues. Les éducateurs, on n'a pas les kinés. Les bénéfices pour les praticiens, c'est gagner le temps grâce à une surface intuitive et automatisée, améliorer la prise en charge de nos patients en intégrant des programmes d'activité physique adaptés et validés, collaborer efficacement avec d'autres professionnels de santé et du sport. Les bénéfices pour les patients sera à avoir un programme qui est personnalisé et sécurisé pour leur état de santé et améliorer leur qualité de vie et leur santé globale. Pour conclure, la promotion de l'activité physique appuyée par la digitalisation offre des opportunités majeures pour améliorer la santé publique. Les outils numériques permettent un suivi personnalisé et renforcent la motivation des patients. Ils optimisent le comportement pour favoriser un mode de vie plus actif et sain. Pour les professionnels de santé, ces technologies facilitent la prise en charge rapide et interdisciplinaire. Ces avancées contribuent à des impacts sur la sédentarité, à placer la prévention au centre de la priorité de santé. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Hind. Alors, juste pour préciser, Hind est médecin résidente en fin de cursus au service de rhumatologie de l'hôpital AIHI. Elle a intégré notre école doctorale il y a quelques mois. Elle est co-encadrée par le professeur Bouenani, qui est le directeur de l'école doctorale de l'ICEAS. Et le contexte, c'est quoi? Alors, le contexte, c'est créer un réseau d'intervenants qui seraient prêts pour modifier les ordonnances types de prescription d'activité physique dans une liste d'une 60aine de pathologies ciblées. Donc nous avons déjà commencé le dialogue avec eux et vous avez le programme de sensibilisation bannissant les idées reçues. Et avec la DELM, nous sommes prêts d'intégrer, L'équipe est en cours d'un projet d'intégration de tout ce qui est programme de santé, c'est-à-dire dans les programmes de santé de diabète, d'hypertension et de cancer, etc., il y aurait le protocole personnalisé qui va être intégré. Donc, il y a de la recherche, mais derrière, il y a un travail à moyen et à long terme d'intégrer la politique de santé. Très bien. Merci, professeur Kane. Je remercie tous les intervenants. J'ai deux questions. La première question, c'est au ministère de la Santé. Quelle est la place de la médecine de sport au niveau du ministère de la Santé? Je pense que le nombre de spécialistes de médecine de sport dépasse les 900 médecins spécialistes, alors qu'on ne voit pas aucun service au niveau du ministère de la Santé qui dirige cette spécialité. Le deuxième volet, c'est tous les intervenants ont parlé de l'activité physique chez la population générale. Alors qu'on a au Maroc, je ne sais pas combien de fédérations. Je pense qu'il vaut mieux collaborer avec les fédérations pour prévenir les blessures chez les sportifs. Parce que, en tant que membre fédéral d'une fédération de natation, je vois pas aucune prévention chez nos sportifs. Et merci. Merci. Aïcha Chaibi, je suis pharmacien à l'Institut national d'oncologie et professeur de pharmacie clinique à la faculté de médecine pharmacie de Rabat. Alors tout d'abord, je remercie l'UPR de physiologie d'organiser ces journées très intéressantes qui nous permettent justement de sortir un petit peu de ce qu'on voit tous les jours et de prendre conscience de l'importance de l'activité physique. Alors, moi, je voulais partager avec vous en fait des réflexions au vu de ce que j'ai entendu ce matin, très intéressant entre la première conférence qui est faite par un expert, on va dire, de sportif haut niveau, et puis les doctorantes qui nous ont présenté leurs travaux de recherche. Effectivement, le ministère, on va dire plusieurs ministères, ils ont fait cet engagement de transformer et d'impliquer
et d'introduire le sport on va dire, dans les recommandations, dans tous les plans cancer, les maladies chroniques. Donc il y a toujours ce paragraphe qui est destiné à l'hygiène de vie. Et puis tout ce que vous essayez de développer. Et je me dis, en fait, il manque quand même un maillon dans tout cela, parce qu'il y a beaucoup d'applications. Il y a cette volonté, d'ailleurs la ville de Rabat s'est transformée effectivement ces dernières années. On voit apparaître en fait tous ces terrains et tous ces pour motiver les gens. Il faut, en fait, c'est la culture marocaine, la mentalité qu'il faut en fait voir comment on peut la changer, parce qu'on est un peuple sédentaire. D'ailleurs, je pense qu'il y a une doctorante qui a montré en fait le taux de sédentarité de la population marocaine, et franchement, c'est inquiétant. On ne bouge pas. Et je ne sais pas, simple question, qui de nous, on mange beaucoup, c'est vrai, mais qui de nous vient travailler à pied? C'est un truc simple, mais on ne le fait pas. Je me dis, alors peut-être un message à mon ami Hanan Elkaïn, pourquoi ne pas organiser, bon, à côté des journées bien sûr, parce que c'est très intéressant, ben voilà, une journée, on va se retrouver pour faire ensemble du sport. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on passe à l'action. Organisons pour les étudiants, parce qu'on aime les challenges. Il faut qu'on se challenge, il faut qu'on organise, et peut-être c'est comme ça. Il faut qu'on bouge en fait. Voilà, ça c'est ma réflexion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y a une question. On peut, en fait, il y a déjà les kinés qui ont un rôle aussi en fait à faire. Et puis nous, on accompagne. Nous, c'est les pharmaciens d'officine déjà. C'est un message à faire passer, parce que eux, ils voient tous les patients qui sont porteurs de pathologies chroniques. Donc, ils ont un rôle d'accompagner ces patients au quotidien. Donc, les diabétiques, les hypertendus, tout ça. Et puis, à l'hôpital, voilà, on peut accompagner par des messages, mais du concret. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, si vous permettez, je voudrais juste revenir peut-être sur cette notion des Marocains qui ne sont pas, qui ne bougent pas. Alors, je crois que c'est là où moi, j'aime beaucoup tout ce qui est technique, médicale, etc., mais couplé avec l'étude de la sociologie, de l'histoire, de la connaissance d'un peuple. Et je pense que les Marocains étaient sportifs en dehors des citadins, qui effectivement sont toujours... Par contre, les Marocains dans les campagnes ont toujours été extrêmement sportifs, et le travail physique. Aujourd'hui encore, on peut trouver des femmes qui portent les fagots, des hommes qui se reposent quelquefois, mais des femmes qui portent des fagots, qui marchent à pied, qui accompagnent. Et donc l'activité physique est importante. Et juste comme anecdote, je voudrais rappeler mon maître, le professeur Bernard Amor, lorsque j'étais étudiante en rhumatologie à Paris, qui me racontait comment les femmes marocaines, il avait fait une étude sur les femmes marocaines, il aimait beaucoup le Maroc, qui portaient les plateaux de pain sur la tête, et il me disait que ça renforçait les muscles spinaux et que ça luttait contre les cervicalgies. Et il avait développé dans son service, de cette observation-là, il avait développé dans son service le sac de sable qu'on porte sur la tête pour traiter en rééducation les... Donc, je crois que là encore... Absolument, mais aujourd'hui, il y a des techniques modernes. Heureusement, il y a la moudouana, donc on en parlait hier, donc on avance. Mais c'est simplement cette transformation qui existe dans tous les pays du monde. On est devenu sédentaire, on a changé d'alimentation, c'est multifactoriel. Et je reviens à si vous permettez, à ce qu'on disait hier. Il y a un mot qui a été dit et qui est très très important, la littératie, parce que la digitalisation n'est pas suffisante. On peut la donner à des gens qui ne savent pas comment l'utiliser. Par contre, la littératie, c'est quelque chose qui est fondamental en sociologie et en médecine, et ça me paraît extrêmement important. Et je sais que Hanan a pris le fil et est tout à fait passionnée par ça aujourd'hui. Et l'éducation. Et je crois que l'éducation, si on n'apprend pas aux enfants, quand on apprend aux enfants l'importance du sport à l'école, et que l'école donne de l'importance à l'activité physique, ils vont continuer toute leur vie, en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, on donne des bourses, évidemment, si à l'école, on dit, et ça on l'entend souvent, tu ne vas pas aller au cours de sport parce que tu as tes maths à réviser, tu ne vas pas aller au cours de sport parce que demain tu as l'examen. Et on dévalorise le sport, déjà dans l'esprit des enfants. À plus forte raison, on en parlait encore hier, à plus forte raison chez les petites filles,
qui sont toujours au deuxième plan, ne vont pas faire de sport. Heureusement, il y a aujourd'hui, l'éducation a changé, mais pour combien de gens? Pour combien de gens? Quand on regarde encore les chiffres dans notre pays de l'abandon scolaire, les petites filles qui arrivent déjà à la puberté, dans une grande partie de notre, heureusement pas toute la population, mais la préoccupation, c'est de sortir de l'école et la marier le plus tôt possible. Ça reste encore une réalité, il ne faut pas fermer les yeux. Mais voilà, je pense que... Absolument. Voilà. Et je pense, oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a 2 mots pour moi qui sont importants, la littératie et l'éducation. C'est important. Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour les intervenants, pour la clarté de leur présentation. Merci pour les organisateurs aussi de cet événement. Donc, je vais un petit peu switcher au côté technique pour parler de bases de données et l'accès aux données que vous avez utilisées. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure pour la dernière présentation que vous avez utilisé des données de recommandation. Il y a aussi les smartwatches que j'ai vu, donc c'était parmi des slides que vous avez utilisé aussi des données des capteurs, etc. Donc ça, est-ce que concernant le niveau de confidentialité pour ces données, sachant que par exemple pour les données des capteurs, etc., généralement ils se basent sur des API et ces API ne sont pas des créateurs de ces choses-là. Donc où se trouve le serveur de ces bases de données? Est-ce qu'il y a de cloud? Est-ce qu'il y a une... Mais vous avez mentionné la base de données. Ben voilà. Mais vous avez mentionné comme quoi il y a des bases de données. Est-ce qu'il s'agit juste de propositions ou quoi? Non, parce que la base de données, il a mentionné quelque part il y a des recommandations. Donc moi, je pose la question, comment ça va être cette recommandation, etc., concernant la confidentialité, etc. Maintenant, pour une réflexion par rapport à l'avant-dernière présentation, qu'il a un petit peu parlé de l'éducation et voilà. J'ai une petite proposition concernant, par exemple, l'application de systèmes de recommandation personnalisés. Comme ça va être dans le domaine aligné avec le domaine de recherche, parce que quand on parle de systèmes de recommandation, il y a des recommandations qui nécessitent, dans la 3e génération, on se base sur le comportement de l'utilisateur. Plus qu'on a plus de données, plus qu'on pourra personnaliser efficacement ces prescriptions, etc. Donc ça, c'est juste aller jeter un coup d'œil sur les systèmes de recommandation. Ça va vraiment vous aider dans le contexte et aligner aussi dans le contexte sportif, parce qu'on a vécu une petite expérience, qu'on a utilisé ces systèmes de recommandation personnalisés en collaboration avec des clubs sportifs, etc. Mais vraiment, il y avait beaucoup de problèmes concernant l'accès aux données. Du coup, je pose cette question, surtout parce qu'il y a des critiques en confidentialité, il y a des gens qui ne veulent pas partager comme ça leurs données. C'est des capteurs, surtout les joueurs. Bon, vous voyez, c'est l'aspect concurrentiel exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en... Donc, ça, c'est juste des réflexions. Je sais que c'est en cours, mais merci beaucoup. C'est très impressionnant. Merci. J'ai une question à Dr Hind. Moi, c'est une question sur la forme. Si vous pouvez revenir à la première diapo et nous dire dans quel cadre est fait ce travail. Est-ce que c'est une thèse? C'est dans le cadre de recherche doctorale de première année. Je m'excuse, j'ai oublié. D'accord. Je suppose l'issue d'un travail de recherche, ce n'est pas Madame le doyen ou mon ami Redouane Bouakal qui va le dire, c'est la publication. Oui. Est-ce que vous travaillez en solitaire? Parce que juste après, vous avez remercié votre maître. Donc il faut mettre les noms des gens qui ont participé. Si c'est d'autres doctorants, ça permet aussi pour eux d'avoir un travail qu'ils peuvent rajouter dans leur CV. Donc on n'est pas... On ne travaille pas en solitaire. Donc ça, c'est une remarque. Et il faut l'université aussi. Oui. Ça vient de... Bien sûr. Et l'université surtout, parce que c'est un travail d'études doctorales, donc il y a l'université derrière. D'accord. Merci. Donc je passe la parole à mon ami Soanas Doukali pour clore cette session. Merci professeur. Alors je saisis l'occasion, je vais me lever, pour remercier donc, le laboratoire de physiologie, le professeur Erkain, pour les sujets abordés, la question de l'activité physique en lien avec le digital, beaucoup d'investissements. Moi, ce que je recommanderais, et il y a eu la prise de parole du professeur Handré, qui est informaticien. Donc, on recrute aujourd'hui des spécialistes en informatique, en IA, en santé. Il faut se rapprocher de déjà au niveau de notre institution. Puis au niveau de l'INSEAD, parce que quand j'ai vu le travail qui se fait, c'est un travail de recherche, plutôt recherche-développement, sur les applications et les plateformes,
il y a déjà un travail qui devrait se faire sur le développement de ces plateformes. Et c'est un processus qui commence par la définition de la cible, par des exercices de persona, des ateliers au fait et des comment on appelle ça, les focus group à faire avec les jeunes. C'est important parce que tout à l'heure, professeur Daka a soulevé la question des canaux qui sont utilisés par les étudiants. On a des multitudes aujourd'hui d'applications et ça a été montré dans cette dernière intervention. Donc les gens ne vont pas aller sur 36 000 applications. Il faut absolument connaître définir les personas qui sont voilà l'âge, la personne urbaine, rurale, etc. Qu'est-ce qu'elle préfère, quel sport il utilise, etc. Ça c'est important. Après c'est les parcours, c'est les priorités et les fonctionnalités. Donc il y a un travail de recherche qui devrait se faire avant même de faire l'application. Et je pense que le travail de l'application, et c'est un peu le travail de l'ingénieur par celui qui va venir. Parce que lui, il va répondre à la question d'ergonomie, de données, de protection de données, de serveurs où poser ces données, etc. Donc il y a ce travail, je dirais, commun qui devrait se faire et important. Alors, cela me ramène aussi sur la stratégie des maladies non transmissibles. Je pense que dans votre travail de recherche, il est important, et je le répète, de pouvoir donc mesurer jusqu'à quel point, parce qu'il y a un travail qui va se faire avec tous les départements concernés. Et si on avait ici le département de l'éducation nationale, il va vous citer une multitude d'actions qu'il a réalisées pour promouvoir l'activité physique. Si vous ramenez le département du sport, il vous dira d'autres choses. Si vous ramenez le département, en tout cas tous les départements, parce que la stratégie de l'MNT, et vous avez montré un peu les facteurs de risque, en fait le sport ne contribue qu'à 2,8%. Enfin, non, pas 2,8%. Le dollar qui est investi dans la prévention, eh ben, ça, voilà, pour le sport, mais nous avons vu que le tabac, l'alcool et l'alimentation rapportent davantage. Donc là aussi, comment associer entre ces différents facteurs par exemple, pour le tabac, plus on va faire du sport, moins on va utiliser le tabac. Donc, comment associer ces différents facteurs de risque, c'est important. Voilà, donc, en tout cas, c'est très bien d'avoir initié cette action et ce débat. Je propose à professeur Kane, peut-être, avant une dernière, d'accord, je vous donnerai la parole, peut-être avant la Coupe d'Afrique, hein, de décembre 2021, organiser quelque chose au niveau de la faculté de médecine, un événement, mais inviter les fédérations, inviter les associations sportives, parce que ce que vous faites, par exemple les vidéos que vous faites sur les bons mouvements, ça c'est important. Et ça c'est pas c'est plus pour les sportifs qui vont aller donc exercer dans des milieux dédiés à ces sports. Donc, si vous vous rapprochez par exemple des associations de musculation, où vous pouvez très bien faire des affiches ou promouvoir ces applications auprès de ces associations. Parce qu'eux, effectivement, ils vont directement transmettre ce savoir-faire. Et par contre, juste faire une application et la poser sur un réseau social ou un site, cela peut voilà, ne pas lui rendre ce qu'elle mérite comme action. Voilà, donc peut-être une... Oui, moi j'avais une réflexion par rapport à ça. Je comprends en fait, et en effet, il faut que les gens de la santé se mettent en partenariat avec les gens de l'IA ou de l'information. Au Québec, on nous a plus ou moins forcés à se parler ensemble parce que maintenant, on a ce qu'on appelle des programmes de chaire ou des programmes de subvention qui doivent être lidés par quelqu'un de l'IA et quelqu'un de la santé. Et c'est une façon, parce que les gens ingénieurs qui créent des applications sans comprendre la santé ne sont pas mieux que les gens de santé qui créent des applications sans les gens de l'IA. Et parce que ça existe. Ça existe beaucoup d'applications qui n'ont jamais été testées, qui n'ont jamais de contenu scientifique et qui propulsent dans notre domaine de santé et où les jeunes utilisent sans comprendre ou sans savoir. Donc, si le ministère, qu'il soit de santé ou d'éducation, pense investir, c'est un bon moyen d'appeler et de permettre d'aider les gens de la santé d'avoir des supports parce que on est tous isolés, mais sans moyens, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, et ça a été le moyen qui a été mis en place et c'est ce qu'on est, nous, en train de commencer à gagner au Québec, là,
grâce à ces appels IA Santé, ce qui s'appelle. Alors, merci beaucoup pour toutes ces interventions, pour cette séance ou session qui était très très riche. Donc, je pense qu'on va clôturer cette session. On va passer à la pause café. Et oui, donc une photo de groupe. Et j'invite les personnes qui ne l'ont pas encore fait de visiter les posters, les podcasts, les écrans qui sont juste à côté. Et voilà, donc merci beaucoup. Alors juste pour les posters, vous pouvez les télécharger. Comme ça, vous avez accès à la trentaine des posters qui sont affichés. Alors je vous demanderai de faire de la même manière comme ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire venir ici et pour qu'on prenne une photo de groupe.